Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Mais avant de commencer cette édition d'aujourd'hui, du lundi 18 octobre 2021, toute l'équipe de ce programme et moi, nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête d'El Moulid el-Nabawi qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et commençons cette édition avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Commençons par le quotidien Le Figaro où nous lisons « L'ancien président acquitté par la justice internationale qui le jugeait pour crime contre l'humanité vise désormais l'élection présidentielle de 2025. Le Front populaire ivoirien FPI, son parti historique fondé dans la clandestinité en 1982, était désormais aux mains de Pascal Affi N'Guessam. Laurent Gbagbo a choisi de donner un nouveau souffle à son retour en créant sa propre formation. Et enchaînons avec Radio France Internationale. Des milliers de manifestants sont descendus samedi dans les rues de Khartoum, en face du palais présidentiel où siègent les autorités de transition. Venus de tout le pays, ils ont répondu à l'appel d'une faction dissidente au sein des forces pour la liberté et le changement. Ces manifestants demandent directement au chef des armées, le général El Burhan, de protéger le peuple et de lui donner du pain. Enchaînons avec Webdo, quotidien tunisien. Le président de la République, Kais Saïd, a reçu vendredi soir un appel téléphonique du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Le président tunisien a rappelé à cette occasion les raisons qui ont motivé les mesures exceptionnelles prises en juillet et septembre dernier, conformément à la Constitution et aux procédures qu'elle énonce, indique un communiqué de la présidence de la République. Et terminons cette tournée de la presse avec Huffington Post. Les forces françaises ont tué le chef du groupe terroriste Daesh au Grand Sahara, Adnan Abou Walid el-Sahraoui, un succès majeur, a annoncé le président français Emmanuel Macron dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon la ministre française des Armées, Florence Parly, el-Sahraoui a succombé à des blessures provoquées par une frappe de la force Barkhane en août 2021. Samedi soir, lors d'une rare apparition devant les médias à Rabuni, le siège administratif de la République arabe sahraouite démocratique autoproclamé, le leader du Front Polisario a annoncé que son gouvernement poursuivra ses attaques contre le Maroc. Un commentaire de Dalia Karam. Le leader du Front Polisario, Ibrahim Rali, conditionne la fin des hostilités à l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Rali a déclaré que l'armée sahraoui mène une guerre contre les bases marocaines et qu'il y a une guerre au quotidien. Pour autant, le Royaume-Uni, ils ont nié la guerre, ils ne l'ont pas reconnue. Le timing de cette sortie n'est pas fortuit. Le leader du Polisario semble avoir décidé de mettre la pression sur l'Organisation des Nations dont le Conseil de sécurité planchera sur la question le 28 octobre. Brahim Rali rappelle du reste le Conseil de sécurité a assumé ses responsabilités. Cette semaine, le Polisario a attaqué une base de l'armée marocaine près de la région de Mahbas, à proximité de l'intersection des frontières de l'Algérie, du Maroc et de la Mauritanie. Le Maroc a répondu à cette attaque par au moins 3 tirs de mortier. Le Sahara occidental est présenté par l'Organisation des Nations Unies comme le territoire africain à décoloniser. Mais elle peine à organiser un référendum irrelatif 30 ans depuis la signature d'un cessez-le-feu entre le Maroc, qui a annexé ce territoire en 1975, et le Polisario, soutenu par l'Algérie, qui en revendique l'indépendance, alors que les États-Unis ont reconnu la souveraineté du royaume chérifien sur l'ancienne colonie espagnole.
À Khartoum, des centaines réclament depuis samedi soir un gouvernement de militaires pour sortir le pays du marasme politique et économique. Les protestataires hostiles au gouvernement Hamdok, qui ont monté samedi soir leur tente devant le palais présidentiel à Khartoum, où siègent les autorités militaires ou civiles de transition, ont poursuivi dimanche leur deuxième jour de sit-in. Plus de détails dans ce commentaire. Des centaines de manifestants ont passé dimanche leur deuxième nuit de sit-in pour réclamer un gouvernement de militaires, aggravant davantage ce que le Premier ministre Abdallah Hamdok a décrit comme la pire crise du Soudan post-Béchir. Pour les partisans d'un gouvernement civil, ce sit-in est un coup d'État en devenir dans un pays qui en a déjà connu plusieurs. Mais les protestataires hostiles au gouvernement Hamdok qui ont monté samedi soir leur tente devant le palais présidentiel à Khartoum, où siègent les autorités militaires ou civiles de transition, n'en démordent pas. Face à eux, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues alors qu'une semaine auparavant, elles avaient interdit à un défilé d'avocats de s'approcher des lieux. Le sit-in continue. On ne partira qu'une fois le gouvernement limogé, affirment les organisateurs du sit-in. Mis en place en août 2019 après la chute du régime Béchir, le Conseil souverain formé de militaires et de civils chapeaute la transition vers des élections avec un gouvernement civil dirigé par M. Hamdok. Depuis samedi soir, la foule réclame un gouvernement de militaires au cri de « une armée, un peuple » pour sortir le pays, l'un des plus pauvres au monde d'après l'ONU, du marasme politique et économique. Et cela à l'appel d'une faction séditeuse des forces pour la liberté et le changement. Militaires et civils se déchirent, les différents blocs civils entre eux également. Samedi, le ministre des Finances, un ancien chef rebelle nommé au gouvernement inclusif de M. Hamdok, a harangué la foule réclamant la démission du gouvernement. L'annonce d'un sit-in illimité fait redouter une montée des tensions alors que le canal historique des FLC appelle à une manifestation rivale jeudi pour réclamer un transfert complet du pouvoir aux civils. Il promet une manifestation d'1 million de personnes pour, selon le ministre des Finances, montrer au monde la position du peuple soudanais le jour même du 50e anniversaire d'une autre révolte populaire ayant renversé un pouvoir militaire. Pour le même jeudi, les organisateurs du sit-in au palais présidentiel ont exhorté dimanche soir leurs partisans à sortir également en nombre pour refuser tout à la fois un coup d'État militaire et la dictature des civils. Ces nouvelles tensions ne font que fragiliser davantage la transition. Le 21 septembre, un coup d'État a été mis en échec à Khartoum et depuis le 17 septembre, des manifestants bloquent le principal port du pays dans la région de Port-Soudan à l'est alors que l'économie est à genoux. Les manifestants à Port-Soudan s'estiment délaissés malgré les richesses naturelles de leur région. Dimanche, ils ont été rejoints par 2 nouveaux protestataires qui assurent partager les mêmes revendications que le sit-in de Khartoum. C'était donc l'appel à la prière et enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec l'analyste politique Dr Assam Abdel Fattah qui va nous jeter la lumière sur la situation au Soudan. Bonjour Dr Assam Abdel Fattah. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, des milliers de manifestants sont descendus samedi dernier dans les rues de Khartoum en face du palais présidentiel où siègent les autorités de transition. Venus de tout le pays, ils ont répondu à l'appel d'une faction dissidente au sein des forces pour la liberté et le changement. Tout d'abord, le Premier ministre Abdallah Hamdok a présenté hier une feuille de route pour sortir de la crise. Comment trouvez-vous ce plan? Oui, c'est très simple. Simplement, on peut toujours remonter à peut-être 2020, lorsque Abdallah Hamdok lui-même, le Premier ministre, lui avait déjà été la cible d'une tentative d'assassinat. Il y a eu même un nouveau putsch qui a été avorté. Et puis le gouvernement de transition semble rencontrer beaucoup de problèmes, notamment la plupart de ces problèmes sont relatifs à l'instabilité dans le pays, un contexte, on le sait très bien, marqué par des difficultés sociales et économiques. Parce que là, on regarde que la plupart des manifestants, sinon peut-être la totalité,
réclament quoi? C'est-à-dire ils souffrent et ils se plaignent de quoi? De la montée des prix, la hausse énorme des prix. Et aussi leurs problèmes, les problèmes qu'ils expriment sont des problèmes enfin économiques et sociaux. C'est-à-dire tous les denrées, les articles, les denrées, leur prix a beaucoup augmenté. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça, on le sait très bien. Ici, c'est que le Soudan, à titre d'exemple, actuellement a eu beaucoup d'acquis démocratiques, c'est-à-dire il a commencé à réparer son économie, affectée par des années de mauvaise gouvernance sous El-Bachir. Et en même temps, il a été complètement levé de la liste des pays noirs, la liste noire, et que tous les pays, actuellement l'Occident, les pays occidentaux, marquent une disposition à aider le Soudan. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ces manifestations se déclenchent en ce moment. Le pays, je viens de vous dire, a obtenu l'annulation de sa dette extérieure. Et puis après, la levée de son inscription sur la liste noire américaine, on le sait. Et puis après ça, c'est qu'il y a des assistances qui commencent à affluer vers le Soudan. Et malgré tout ça, enfin, il y a des manifestations, il y a une souffrance sociale, il y a des contestations sociales. Alors d'où la question importante. Quelle est l'origine de ces manifestations, de ces contestations? Eh bien, tous les doigts des observateurs se focalisent sur l'ancien régime. Parce que le Soudan, semble-t-il, ne s'est pas complètement débarrassé du régime des frères musulmans. C'est-à-dire le rejet de Omar el-Bachir, qui actuellement, devait comparaître devant la Cour pénale internationale. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours, actuellement, il y a des membres de ce régime qui soutiennent Omar el-Bachir et qui relèvent du groupe des frères musulmans et qui ont un grand intérêt à susciter, à exciter le peuple soudanais contre le gouvernement. Braquer le peuple contre son gouvernement, et bien entendu, l'argument qu'il va utiliser, c'est quoi? C'est l'économie. Oui, puisque la situation... Puisque cette situation est partout dans le monde, les prix ont haussé partout dans le monde entier à cause de la pandémie de la Covid-19. Je n'aime pas lier en fait la montée du prix au Soudan, la lier peut-être à la crise mondiale, c'est possible, oui, c'est un des facteurs, je ne le nie pas. Mais vous savez très bien que quand on parle d'un gouvernement de transition et quand on parle d'une époque de corruption et vol, corruption totale, et puis après le pays commence à se redresser, il est normal de passer par une phase transitoire où la souffrance est très aiguë. C'est-à-dire que la souffrance atteint peut-être parfois son apogée actuellement, c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'il y a, à côté des dettes, c'est vrai, il y a une grande partie des dettes qui a été annulée, ça je l'avoue, mais ça ne veut pas dire que le Soudan a réussi complètement à se redresser debout pour améliorer ou perfectionner son économie ou l'état social. Donc, il est normal en fait que le peuple souffre. Et même, c'est-à-dire quand un gouvernement commence à entamer des réalisations économiques, il y a aussi une souffrance parce qu'on commence par des projets infrastructurels qui sont des projets coûteux. D'où le peuple soudanais actuel qui a été complètement volé, d'où il peut justement mobiliser ses ressources matérielles pour réaliser des projets de grande envergure. C'est ça le problème. Mais, c'est-à-dire, il y a eu même, comme je viens de vous dire, un putsch, c'est-à-dire qu'un groupe d'officiers ou de militaires qui relèvent de l'ancien régime. Donc ça veut dire que le Soudan n'a pas réussi complètement à purifier ses forces actuellement de tous les frères musulmans. Et ça, c'est normal. Vous savez, les frères musulmans sont répandus partout dans le monde. Dans le monde entier. Il y a actuellement une contestation. Oui, l'accusation, en fait, va vers les frères musulmans, ou peut-être c'est les partisans des frères musulmans, qui n'étaient peut-être pas des membres actifs, mais il y a justement des sympathisants à travers les frères musulmans qui ont profité énormément du régime de Bachir. Docteur Assam Abdel Fattah, comment est-ce que les Soudanais pourraient-ils réaliser la réforme politique et également la réforme économique, puisqu'ils ont besoin de cette réforme, tout en garantissant ou en gardant la stabilité intérieure du pays?
Moi, j'imagine que ça, c'est fait, même si c'est pas pour le Soudan, mais pour tout autre pays, comme par exemple actuellement la Tunisie, c'est que je pense qu'il faut se débarrasser, en fait, des fondamentalistes désintégrés. Parce que ce sont eux, mais quelles que soient vraiment les réformes proposées, on va voir ce qu'on appelle les contre-révolutionnaires qui vont trouver les entraves, des obstacles, afin de renverser complètement ce qui serait construit. Alors, dans ce cas, il faut commencer d'abord par chercher la pureté, c'est-à-dire se débarrasser de la corruption. À quoi ça sert de construire, par exemple, d'un côté, et aussi détruire d'un autre côté. De l'autre côté. Alors, la destruction, ça vient de qui? Ça vient de ces figures, en fait, qui ont un grand intérêt à faire revivre le régime ancien. Ça, c'est le numéro un. Deuxièmement, il faut commencer par appliquer aussi des législations, des lois qui punissent très durement, en fait, toute tendance ou bien toute forme de corruption. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le Soudan a un besoin impérieux d'exploiter positivement ses ressources naturelles, sans aucune tendance, en fait, ou sans... par exemple, en se protégeant contre toute forme de corruption. Et c'est ça, à mon avis, le début du chemin, comme on a fait en Égypte, à titre d'exemple. Et pas toujours prendre l'Égypte comme pour exemple. Oui, bien sûr. Docteur Rassam Abdel Fattah, analyste politique, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons avec la Libye. Alors, le long du littoral libyen, à 120 km à l'est de Tripoli, il y a 2000 ans, s'élevait ici la petite Magna, une ancienne cité promue capitale de Tripolitaine sous l'empereur Dioclétien, IIIe siècle, dégagée par les archéologues italiens. Elle est sans doute, avec Pompéi, la ville romaine la mieux conservée du bassin méditerranéen en Libye. Shams Senaimi nous donne plus de détails. À peine une dizaine de noms sont inscrits sur le registre des visiteurs du jour à Le Petit Magna, dans l'ouest de la Libye. Négligée peu fréquentée, la Rome d'Afrique a pourtant de quoi devenir une destination de premier plan. Ici, il n'y a guère de file d'attente. Les rares visiteurs déambulent sans encombre dans cette imposante cité romaine classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et érigée en bord de mer près de la ville de Homs à l'ouest. C'est un voyage dans le temps, une plongée dans l'histoire, c'est ce qu'a déclaré un visiteur libyen sexagénaire, barbe, poivre et sel, vêtu d'une tunique bleue. Fondé par les Phéniciens qui, conquise par les Romains, le Petit Magna vit naître l'empereur Septime Sévère, qui y régna de 193 à 211 et qui fit d'elle l'une des plus belles villes de l'Empire romain selon l'UNESCO. L'empereur la dota de monuments majestueux, une grande basilique, un hippodrome, ainsi qu'un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs, avec une vue spectaculaire sur la Méditerranée. Le site, bâti sur une cinquantaine d'hectares, est un passage obligé pour les touristes qui sont majoritairement libyens, constate l'un d'eux. L'un des visiteurs a fait le trajet en famille depuis la capitale Tripoli à 120 km de là. J'étais venu écolier, j'y retourne avec mes enfants, sourit ce jeune père de famille. Le Petit Magna est une ville sublime, le plus beau site romain hors d'Italie. Elle est quasi inexplorée, fait remarquer ce médecin de 34 ans sous un ciel immaculé. Quand le pays a sombré dans le chaos il y a 10 ans, l'avenir de son important patrimoine antique a suscité l'inquiétude. En 2016, l'UNESCO a classé le Petit Magna et 4 autres lieux parmi les sites en péril du patrimoine mondial. À l'instar des autres sites antiques libyens, les ruines spectaculaires de Petit Magna ont finalement été épargnées par les conflits armés qui ont embrasé le pays d'Afrique du Nord depuis la chute du régime. Il n'y a aucun dégât ni aucune menace sur le Petit Magna, malgré les conflits, explique le chef du département des antiquités du site. Reste que l'imposante cité souffre de négligence, d'un manque de moyens et de soutien du gouvernement.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Merci pour votre fidélité et très joyeuse fête d'El Moulid El Nabawi ou la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Au revoir.